On sait qu'on fait des objets qui prennent une place dans le salon, dans les bibliothèques des gens. Donc, il y a une valeur ou une noblesse, quelque part, dans les objets. Notre partie de l'entente, c'est vraiment que ce livre-là, visuellement, physiquement, soit le plus parfait possible. Je trouve que ça donne comme humblement, là, mais une autre petite dimension à l'œuvre. Qui n'a jamais été séduit par une couverture de livre sans en connaître son contenu? Ça arrive souvent, parce qu'un livre n'est jamais qu'un texte. C'est aussi un objet d'art. Sans support, le meilleur manuscrit du monde peut passer complètement inaperçu. Mais la route vers le produit fini implique une multitude de prises de décision. Comment savoir si les choix sont les bons? C'est une étape complexe pour l'éditeur et l'éditrice, parfois brise-cœur même, mais toujours hautement créative. Car tout d'un coup, le projet prend forme, il devient visible, tangible, il devient livre. Les métiers de l'édition sont méconnus. Pourtant, si on arrive à se plonger dans des univers extraordinaires en ouvrant nos livres préférés, eh bien, c'est grâce à leur travail. Quel est le secret? Je m'appelle Catherine Emmanuelle Brunet et je vous propose une incursion inédite au cœur des maisons d'édition du Québec, là où le goût du risque et la passion font naître le meilleur de notre littérature. Tendresse, papier, amitié, vérité, tendresse, originalité, main, couleur, vérité, papier, amitié, originalité, amitié, couleur, vérité. Chut! Secret d'édition, épisode 4. Façonné. Le livre Forêt, c'est un livre qui a pris plus de 5 ans à faire. Donc, entre le moment où j'ai rencontré les deux co-auteurs, Ariane Paré-Legal et Gérald Legal, entre le moment où je les ai rencontrés la première fois et la parution, il y a eu 5 ans de travail. Antoine Rostrampe est éditeur chez Cardinal. Ils sont reconnus pour ce qu'on appelle les beaux livres. Ce sont des livres où le visuel prend une place importante, où les formats sont grands et les couvertures rigides. Côté contenu, ils travaillent autour de différentes thématiques, comme la cuisine en éditant entre autres les livres de 3 fois par jour de Marie-Lou, ou les arts avec leur surprenant livre Urbania de Tatiana Polevoy, et la société avec leur projet marquant du dictionnaire sur la sexualité appelé Tout nu. Le souci du détail est toujours omniprésent dans leur travail. Et c'est particulièrement le cas d'un de leurs grands projets, le magnifique livre Forêt, qui a été tout un défi de conception. C'est un livre qui est un livre donc sur la cueillette en forêt et l'identification des plantes comestibles de la forêt laurentienne, de la forêt au Québec. Ce genre de livre qui s'étale sur plusieurs années, c'est aussi parce qu'il y a une quantité de matériel de différents types dans ce livre-là. Donc, tu as des photos de plantes de très, très proches, tu as des portraits, tu as des gens, tu as des paysages, tu as des photos d'ambiance, tu as des photos de recettes aussi. Donc, ça demande pour l'équipe créative de mettre ensemble puis de créer un livre qui se tient malgré la variété du matériel. Donc, des textes plus impressionnistes, des textes beaucoup plus techniques. Donc, comment faire une marche à suivre. On a vraiment parti ça comme d'autres gens décident de pogner une vieille guitare puis un vieux drum dans un garage puis décident de jammer ensemble. Mais nous, au lieu d'être cool, c'était des livres qu'on faisait. Tranquillement, on a fait les 2 premiers livres, puis rapidement, on a reçu un manuscrit, ce qu'on pensait jamais qu'il allait arriver, d'un inconnu. Puis il était bon, ce qui était encore plus rare. Les éditions Ta Mère ont toujours évolué de façon singulière dans le paysage littéraire québécois. Ils ont une approche que je qualifierais d'un peu punk et révérencieuse, qui se distingue par l'audace, la créativité et l'humour de leurs livres. C'est une maison fondée en 2006 par Rachel Sans Regret, Guillaume Cloutier et Maxime Raymond, que l'on vient d'entendre. Ce trio a été agrandi avec l'arrivée de Maude Neveu-Villeneuve et Benoît Tardif. Moi, je suis arrivé au moment où Maxime et Guillaume avaient besoin d'illustrations pour leur texte, accessoirement d'un logo pour la maison d'édition puis de couverture. Fait que j'ai fait ça. J'étais finissant au cégep à ce moment-là en graphisme. Puis je pense qu'il y a eu un espèce de coup de foudre créatif entre moi puis la gang. Fait que c'est ça. À un moment donné, ils m'ont appelé pour me dire « Ah, on n'a pas d'argent pour te payer, on se sent mal. Puis on va t'offrir des parts de la maison d'édition pour compenser. »
quand on nous a présenté Benoît comme potentiel illustrateur des premiers projets, on avait le même âge, on aimait la même musique, notre sens esthétique était assez rapproché. Il y avait vraiment une connivence dans sa vision de ce qu'il voulait faire avec l'illustration. Benoît aimait ça, déranger un peu, aller ailleurs de ce qui se faisait. Puis nous, c'était exactement ça qu'on voulait faire aussi. Donc, il y avait, un petit côté punk gentil qui nous ressemblait. En tout cas, j'espère que ça nous ressemblait, mais je pense que oui. Donc, c'était vraiment ça. C'est de l'amitié en premier, puis après, c'est vraiment une compréhension mutuelle de ce qu'on voulait faire artistiquement. Benoît Tardif a un style vraiment unique. Je dirais que son univers graphique est très coloré, avec un côté un peu naïf. Il a un sens du jeu et de l'ironie aussi dans son travail. Le fait qu'il soit un copropriétaire depuis 2010 renforce clairement la démarche artistique originale de la maison. C'est très rare qu'une maison d'édition travaille avec le même illustrateur, et encore plus rare que celui-ci dirige aussi la ligne éditoriale. C'est une force pour la maison qui évolue à travers une histoire visuelle en continu. J'aime dire que ce que je fais avec la maison d'édition, c'est toujours comme peut-être un an avant mon style, comme pour que les gens me reconnaissent, mon style commercial. Ça me fait évoluer, ça me fait essayer des affaires comme artiste aussi. Parce que, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai ma palette, j'ai mes affaires, mes formes, mes couleurs que j'utilise, mais ça marche pas nécessairement, tu sais, toujours parfait avec le ton des textes. Fait qu'il faut que des fois, je m'ajuste. Puis là, j'ai développé à travers ça plusieurs styles. Des fois, je fais du collage, des fois, je fais des trucs un petit peu plus réalistes. Des fois, c'est pas le style plus bubbly, plus drôle pour lequel les gens viennent me chercher. Puis ça, je trouve ça super grisant parce que ça me permet d'évoluer puis de m'amuser aussi beaucoup, là. Quand le livre s'en va en mise en page, donc on est peut-être 2 mois avant la sortie, c'est là que Ben va lire le livre au complet. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'illustrateurs dans le métier qui prennent le temps de lire les œuvres au complet, mais nous, on trouve ça important. Puis c'est là que le processus va démarrer à la lecture. Donc, les premières discussions qu'on va avoir, c'est des discussions sur le texte avant tout. Qu'est-ce qu'on en a retiré? Qu'est-ce que ça nous inspire? Mais donc, on est à la fin du processus quand même, là. C'est pas dès le départ. Avant de commencer à lire le livre, Maxime il m'appelle à la maison, puis on jase un petit peu de ce que ça pourrait être déjà la couverture ou au moins le mood du livre. Fait que quand je lis le livre, après ça, moi, j'ai une idée précise au moins qu'on va être sur la même longueur d'onde au niveau de l'interprétation du texte puis tout ça, puis de qu'est-ce qu'on veut projeter dans l'illustration. Une chose qui est importante à savoir, c'est que nous, quand on signe des contrats avec les auteurs, on leur dit clairement que chez nous, la couverture, on le fait avec les auteurs, on parle avec eux, mais ultimement, ça reste que chaque couverture, c'est une œuvre de Benoît Tardif. Puis une œuvre, ça se fait pas en comité, ça se fait pas avec tout le monde qui intervient sur comment. Donc, on veut que l'auteur soit content, mais le dernier mot, c'est à Benoît pour y laisser la liberté artistique. Ce qui est chouette avec Jean-Philippe Barguérard, c'est que ses livres sont très conceptuels. Donc, pour développer une image autour de ces objets-là, on a déjà beaucoup de matériel. Jean-Philippe Barguérard, c'est un auteur très important de la collection des éditions Ta Mère. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre et 4 romans, dont 3 grands titres phares, Royal, Manuel de la vie sauvage et Haute démolition. Manuel de la vie sauvage, par exemple, de Jean-Philippe Barguérard, c'est un livre qui se présentait comme une espèce de self-help book, un livre de croissance personnelle. Dès le départ, je voulais que la couverture rende un peu hommage à cette forme-là. Fait qu'on a regardé beaucoup de ces couvertures-là. Puis après, la seule consigne que j'ai dit à Ben, c'est un guide de croissance personnelle qui disjonque. Mais comment, toi, tu peux partir de cette idée-là de saboter un livre de croissance personnelle? Chut! On travaille avec des vrais artistes. Il y a non seulement évidemment pas d'intelligence artificielle ni quoi que ce soit qui rentre en jeu dans nos couvertures, mais il n'y a pas non plus de banque d'images ni quoi que ce soit. C'est vraiment un artiste engagé pour créer la couverture du livre. Janusz Jaworski, c'est lui qui est derrière les éditions du Bouclier, qui se spécialise dans la littérature de l'imaginaire. Donc on peut penser au fantastique ou à la science-fiction, par exemple. C'est un style loin d'être évident à représenter visuellement, parce qu'il vient avec plusieurs codes et références attendus par les passionnés de cet univers. Et pourquoi du Bouclier? Eh bien parce que la maison d'édition est située au Saguenay, en plein cœur du Bouclier canadien. C'est un petit clin d'œil à l'importance d'éditer une littérature d'ici.
les meilleurs artistes sont des gens qui ont souvent un emploi du temps qui est très chargé. Nous, la plupart des artistes avec qui on travaille, enfin tous les artistes avec qui on travaille, ce sont des gens qui viennent des milieux souvent du cinéma ou du jeu vidéo. Et c'est vrai que par rapport en fait à leur emploi du temps, on n'a pas le choix de s'y prendre vraiment à l'avance parce qu'on a vraiment toujours la peur de se dire que tel artiste à tel moment pourra pas parce qu'il est parti sur tel ou tel projet, littéralement pour Hollywood, pour Netflix, c'est du monde qui ont vraiment ce genre de choses-là sur leur CV. Et du coup, on s'y prend vraiment à l'avance parce qu'on a vraiment peur qu'à un moment donné, ils nous disent j'ai pas le temps en ce moment. On met un point d'honneur à intégrer énormément l'auteur dans toutes ces réflexions-là et dans toutes ces prises de décision-là. Donc c'est vrai que les discussions sur qui va faire la couverture, comment est-ce qu'on fait, sur quoi est-ce qu'on part, ça commence très tôt. Pour Mémoire d'orage, on avait ce livre qui était absolument extraordinaire, un roman de cap et d'épée avec un sous-texte politique extrêmement intéressant. Et on voulait que ce livre-là ait une identité visuelle qui soit propre. Et à ce moment-là, c'était il y a 3 ans environ, on avait travaillé avec quelques illustrateurs, mais là, on voulait avoir un plus grand réseau d'illustrateurs. On voulait quelqu'un de nouveau pour ce projet-là. Je suis tombé sur le profil d'un certain Sean Samuels. Alors, Sean Samuels, cet homme-là a travaillé sur à peu près tous les films de fantasy et science-fiction qui ont marqué ma vie d'adulte. C'est un homme avec un CV absolument hallucinant qui va de Star Trek, Game of Thrones à Pirates des Caraïbes en passant par le Hobbit. Je veux dire, c'est un CV absolument hallucinant. Et moi, je me suis dit, on va lui écrire, on va voir ce qui se passe. Quand on a commencé Forêt, d'abord, ce genre de livre d'identification existait. Mais c'était des livres qui étaient plus vieux, donc qui avaient presque 1, des fois 2 décennies. Les façons de faire des livres changent, évidemment. Mais bien honnêtement, on n'avait pas idée de la réponse. On s'est lancé dans l'aventure en se disant, est-ce qu'on fait un livre pour les urbains qui n'ont pas accès à la nature, puis comme ça va leur permettre de rêver, de voyager, puis d'avoir accès à ça? Non seulement Antoine ne savait pas si le livre allait rencontrer le bon public, mais il se butait aussi aux aléas de la nature pour tout le travail visuel du projet. Il fallait composer avec les rythmes de Mère Nature, donc que les photographes puissent être au bon moment quand les pousses de telle plante sont à la bonne hauteur. La floraison, ça peut être 2 jours de certains trucs. Donc, être là quand les bourgeons éclosent. Donc, c'était un défi qui était rythmé par Mère Nature et aussi parce qu'il fallait avoir une représentativité des plantes de tout le territoire du Québec. On n'a pas pu faire tout le Québec parce que c'est trop grand, mais donc d'avoir cet éventail représentatif de la plupart des plantes comestibles. Donc, il a fallu se déplacer, il a fallu aller dans différentes régions. En plus d'avoir des illustrations qui viennent compléter. Donc, c'est un travail de Bess Callard qui a fait un travail fantastique d'illustration, mais ça aussi, c'est très long de faire 100 plantes. C'est pas des dessins techniques, donc on voulait pas vraiment avoir un dessin de niveau scientifique. Mais c'est quand même des dessins de type gravure qui sont assez précis. Ça a demandé beaucoup de temps. On est très heureux du résultat, puis je pense que les gens aussi qui l'ont acheté, les commentaires qu'on avait, les gens étaient satisfaits. On a été extrêmement surpris de la très, très bonne réponse en termes de vente. On loue des chalets, puis je vois ce livre-là dans des maisons qu'on loue en campagne. Forêt, on souhaite que les gens l'utilisent réellement à la maison puis qu'ils fassent partie de leur vie. D'ailleurs, on a fait une version plus petite qui s'appelle Cueillir la forêt 2 ans plus tard, un peu pour répondre à la demande, c'est-à-dire le livre Forêt est un très grand format dans le sac à dos du randonneur, ça prenait beaucoup de place. Donc, on a voulu faire une version plus portative, sac à dos, plus légère. Chez Cardinal, on a réinventé le guide de cueillette en le magnifiant. Et chez les éditions de ta mère, c'est le guide de croissance personnelle qu'on a réinventé. Sauf que dans ce cas-ci, on l'a fait un peu en le sabotant.
Pour Manuel de la vie sauvage, moi, je suis parti avec cette idée-là de faire un pastiche un peu des guides de croissance personnelle. D'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat. Tu sais, je suis allé sur Amazon, j'ai checké là, les best-sellers. Finalement, Ben a trouvé une solution qui est d'une simplicité crasse, mais qui est hyper efficace, qui était de juste faire un livre très, très straight. Souvent, Ben va retracer le lettrage, mais pas dans ce cas-là. On était dans quelque chose de très, très... C'est juste typo. Ouais, puis il a juste dessiné par-dessus, comme s'il avait fait un graffiti sur sa propre œuvre en Sharpie. Il a dessiné une tête de mort. Ouais, c'est une tête de mort avec quelqu'un qui saute. Qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que sur Internet, le JPEG qu'on a envoyé au libraire et tout ça, là, il n'y a pas le dessin par-dessus. Fait que c'est comme si les livres avaient été sabotés par quelqu'un, tu sais, un peu. Après, absolument personne s'est rendu compte que c'était ça le concept. Mais même moi puis Ben, on était vraiment contents. On fait beaucoup de choses qui sont souvent juste pour nous faire plaisir à nous-mêmes, là, des petits détails et des trucs comme ça. Mais il y a peut-être des geeks finis de la maison d'édition qui le savent puis qui nous en parlent pas, mais... Peut-être pas non plus. Nous, on le sait. C'est déjà... Moi, je dis 50% c'est nous autres, les geeks finis. 50% de notre travail, c'est de se faire rire nous-mêmes. On tente toujours, premièrement, de... Ben moi, je parle avec les auteurs en premier. Ils ont toujours des idées ou des images fortes ou des couleurs. Un mood qui va vraiment nous permettre de commencer à travailler sur qu'est-ce qu'on veut mettre sur la couverture de livre. Des fois, il y a des éléments visuels vraiment forts dans le livre. Puis ça se fait tout seul. Il s'insère dans la couverture, on réussit à les capter à un moment précis que les lecteurs vont retrouver plus tard dans la lecture. Puis ça, c'est super intéressant quand t'as pas le contexte, tu comprends pas tout à fait ce que tu vois sur l'image, mais c'est attirant, puis après, ça va s'expliciter quand tu vas arriver plus loin dans ta lecture. Des fois, être au service du texte, c'est pas nécessairement illustrer l'histoire ou illustrer les personnages. Des fois, c'est l'ambiance, encore plus en poésie peut-être, où les formes vont parler. C'est vraiment un dialogue entre deux œuvres. C'est pas une œuvre qui en représente une autre pour la vendre. Dans le cas de Benoît et Maxime, le processus créatif est surtout fait à l'interne. Mais c'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Façonner un livre, c'est une étape qui implique inévitablement des personnes externes. On peut penser aux personnes qui font l'illustration, qui impriment, qui fournissent le papier, les photographes ou même les graphistes pour la mise en page du texte. L'équipe d'édition doit coordonner tout ce beau monde-là pour arriver à un produit fini le plus parfait possible. On demande à l'auteur de nous dresser une liste de 5, 6, 10 passages différents de son propre roman où il voit quelque chose d'intéressant visuellement qui pourrait faire une belle couverture. Et nous, de notre côté, on fait le même exercice. Et on regarde déjà s'il y a des passages qui reviennent dans les deux listes. Parce qu'en général, ça va être les meilleurs. Mais ultimement, on laisse vraiment l'auteur très libre là-dessus. On parle. On n'a jamais eu de désaccord en réalité. On s'est toujours entendu avec tous nos auteurs sur qu'est-ce qui serait le mieux. Des fois, c'est des longues discussions. Mais et une fois qu'on s'arrête sur quelque chose, on prépare un briefing. C'est toujours dans l'idée, on le dit vraiment à nos auteurs, que nous, on peut lancer plein d'idées, on a plein de volontés, mais que le professionnel visuel, c'est l'illustrateur. À travers cette coordination complexe, Yanush des éditions Bouclier s'est donné tout un défi supplémentaire. Il tenait à travailler avec Sean Samuels, un illustrateur célèbre en fantastique. Mais est-ce que c'était une trop grosse prise pour une jeune maison d'édition? A-t-il même répondu à Yanush? Le contact s'est super bien passé, c'est quelqu'un qui est absolument adorable. Et il a accepté de travailler avec nous. Et je veux dire, encore une fois, nous, on paye très bien nos illustrateurs, mais c'est absolument évident qu'on peut pas rivaliser en tant que maison d'édition québécoise avec les cachets que ces gens-là peuvent avoir de la part de Paramount, Netflix ou Weta pour faire des films. Il a accepté de travailler avec nous pour ce que nous, on pouvait lui offrir. Et ça a été une expérience absolument incroyable. Mémoire d'orage est un livre où l'environnement est un personnage. Ce sont des gens qui vivent sur des petites îles et ils sont façonnés par les montagnes qui se jettent dans la mer, par ce côté très rugueux. Et c'est vrai qu'on avait inclus l'affiche de Dune dans le briefing pour essayer de faire passer cette idée-là. On en avait parlé pendant le briefing à Sean de dire, tu sais, dans Dune, le désert est un personnage. On veut que dans Mémoire d'orage, les îles soient un personnage aussi.
Un bon défi, ça a été la singularité est proche. La singularité est proche, c'est une pièce de théâtre écrite par Jean-Philippe Barry-Guerrard qui explore un monde où la technologie permet de surpasser la mort. Moi, je me souviens de cette création-là comme une espèce de porte tournante où... Parce que, tu sais, avant, on a quand même fait quelques couvertures avec des illustrateurs à l'externe, là, des pigistes, des amis à moi qu'on a engagés parce que, justement, je trouvais que des fois, c'était difficile d'aller direct sur le ton du texte. Fait que je me disais peut-être que quand ça marche moins, je vais aller engager lui ou je vais aller engager elle. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas un bon directeur artistique. Fait que j'ai fait « OK, non, j'aime mieux me diriger moi-même ». Pour la singularité est proche, j'ai vraiment rushé à trouver la façon de refléter justement l'ambiance du texte puis tout ça parce que ça marchait pas. J'étais parti sur une vague de têtes de personnages puis là je l'ai fait en couleur puis ça marche pas, j'aime pas ça. Visuellement ça marchait, c'était probablement une belle illustration mais ça marchait pas avec ce qu'on voulait pour le texte. Puis vraiment, en dernière minute, je suis arrivé avec cette idée-là un peu Joy Division avec les vagues puis le personnage. Là, j'ai fait, OK, je pense que je suis capable finalement de gosser assez longtemps pour trouver un truc. Puis avec les années, je deviens meilleur pour... je pense que j'ai développé une certaine polyvalence à ce niveau-là. Le résultat final est tout simplement magnifique. La couverture est presque entièrement remplie de petites lignes blanches en forme de vagues sur un fond sombre. Et tout en haut de ces vagues, on aperçoit le dessin d'une jeune fille de dos qui fait face à un immense rond de lumière. Ça contraste à merveille avec le reste de l'image. On a plus de défis quand on travaille avec d'autres illustrateurs. On adore ça, le faire. On trouve que ça, souvent, des fois, ça va aider le texte. On va couvrir des angles morts ou ça va juste ouvrir la palette. Mais il y a quelque chose dans notre manière de travailler qui est rendu tellement instinctif. On est capable de travailler dans des délais vraiment courts parce qu'on n'a pas de problème de communication pour pousser le projet le plus loin possible, assez vite. Ouais, c'est ça. Des fois, je trouvais ça gênant de faire OK, ton illustration est parfaite, mais comme on pourrait trouver comme la petite coche de plus, c'est un métier, là, diriger des artistes visuels. Là. C'est sûr qu'il faut se rappeler que le travail d'édition, disons entre la réception d'un texte et la sortie du livre final, c'est déjà un travail complexe avec plusieurs étapes qui peuvent s'étendre sur des mois, voire même des années. Si on ajoute à ça la direction visuelle, ça peut effectivement faire beaucoup. Mais pour les maisons d'édition qui n'ont pas d'artistes à l'interne, accompagner des pigistes et assurer d'une vision créative commune, ça fait partie du travail au quotidien. Chez Cardinal, les auteurs sont vraiment impliqués dans si on le temps, si on le goût, mais dans le processus créatif. Donc, on leur soumet ce qu'on appelle les mood boards, donc les idées générales de quoi pourrait avoir l'air le livre. Et donc, ils participent à la création même de l'objet visuellement de A jusqu'à Z, ceux qui ont le goût et ceux qui ont le temps. Mais donc, quand il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui sont impliquées, évidemment, ils peuvent ne pas être d'accord sur la vision. Fait que c'est à nous de conseiller, suggérer et, oui, potentiellement être le médiateur entre des gens qui ne s'entendent pas sur une vision. Mais on a souvent des objectifs communs, en fait, la plupart du temps. Mais des fois, les objectifs sont légèrement différents. Il faut le clarifier, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de diplomatie puis de travail d'équipe dans notre métier. Les discussions et le travail d'équipe sont au cœur de la démarche de Cardinal. Pourquoi? Eh bien, parce que leurs livres ne sont jamais que beaux. Ils sont aussi utiles, pratiques, pertinents. Il y a toujours une réflexion autour du contenu, comme nous l'explique Antoine avec son projet de livre de cuisine pour enfants. Mini Mini Menu, c'est une série de 3 livres de cuisine pour enfants. Donc, qui dit cuisine pour enfants dit dégâts potentiels, dit aussi désintérêt de l'enfant. Donc, c'est les 2 obstacles qu'on essaie de surmonter en rendant les livres vraiment intéressants au niveau visuel, vraiment dynamiques. Et au niveau de la fabrication, donc c'est des rabats qui s'ouvrent avec un papier qui est cartonné pour la durabilité. On peut échapper des liquides dessus. C'est solide, donc les petits chefs peuvent faire toutes leurs expériences et les livres vont rester beaux. Puis il y a aussi qu'on a, dans cette série de livres-là, fait des compléments vidéo. Donc, les livres donnent accès à du matériel vidéo à travers des codes QR qui permettent de justement bonifier l'expérience, voir une façon de
travailler la pâte ou de faire une technique. Menu. Émonder des tomates. On va utiliser un couteau et de l'eau chaude. Alors faites bien attention. C'est certain qu'on pourrait concevoir d'amener les lecteurs à lire un livre avec une couverture toute blanche avec le titre en noir dessus. Et ça leur permettrait de s'imaginer complètement à quoi les choses ressemblent. Mais j'ai vraiment l'impression, de un, que la couverture est nécessaire pour attirer les gens vers ce livre-là, de leur donner envie, je veux dire, ce que les gens vont voir, que ce soit en librairie, en salon du livre, ce que les gens vont voir en premier, ce sera toujours la couverture. Personnellement, j'ai vraiment pas l'impression que parce que quelqu'un a vu la couverture, que ça va le limiter dans la manière dont il va s'imaginer les choses. Ça peut être suggéré ultimement si, dans sa tête, le personnage ressemble pas exactement à quoi il ressemble sur la couverture. C'est vraiment pas très grave. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Mais est-ce que c'est le cas d'une couverture de livre? Je pense qu'on est tous et toutes d'accord que le visuel d'un livre peut influencer le choix de celui-ci à la librairie ou à la bibliothèque. Mais est-ce que la couverture influence aussi la façon dont le lectorat va recevoir le texte? Ou la façon qu'il va s'imaginer l'histoire? Et à l'inverse, est-ce qu'une image peut générer un processus de réécriture? Eh bien, c'est arrivé à Yanouche. Peut-être que le meilleur exemple, c'est celui de la Guilde du Savoir 2, où, effectivement, on a préparé un briefing très précis sur ce qu'on voulait pour la couverture. On a fait le briefing avec l'illustrateur, Sergei Sarychev, qui est également quelqu'un avec un CV absolument incroyable, qui travaille notamment pour les livres officiels de Donjons et Dragons, qui a fait des projets pour Netflix, pour Hollywood aussi. Et il nous écoute. À la fin, il pose 2-3 questions. C'est parti. Et c'est vrai que dans le briefing, on lui parlait d'un cavalier. On voulait un cavalier, il y avait certaines particularités, mais on veut ce cavalier, on est dans un univers d'inspiration médiévale, on n'arrête pas de lui parler de peur et d'espoir. On veut que ce cavalier représente la peur et l'espoir. Il y avait une note dans le briefing qui disait quelque chose du style, alors c'est pas un western, on est vraiment dans quelque chose de militairement très sérieux. Le cheval a les 4 pattes sur le sol et le cavalier observe ce qu'il y a devant lui du haut d'une colline. Quelques semaines après, on reçoit les croquis. Et il nous propose 4 versions différentes. Donc vraiment, les croquis sont des illustrations pas abouties du tout. Vraiment pour avoir une idée de la composition, où iraient les choses. Puis là, nous, on choisit celui qu'on préfère. Et lui, il continue de travailler sur cette version-là. Et 3 des croquis sont exactement ce qu'on lui a demandé. Exactement. Différentes versions d'un cavalier sur une colline. Et le 4e, le cheval est cabré. Et on regarde cette 4e version, on se dit, mais c'est vraiment plus beau, c'est vraiment plus attrayant, c'est vraiment plus intéressant. Et on est allé avec cette version-là, à laquelle nous, on n'aurait jamais pensé. Et du coup, effectivement, on est allé dans le texte justifier ce petit changement. Ça a été justifié de manière très cohérente. Pourquoi à ce moment-là le cheval se cabrait. Et effectivement, c'est un des exemples où l'illustrateur a apporté quelque chose qui a fini par modifier le texte lui-même. Oui, ça arrive souvent que le visuel influence le texte. Quand on a le matériel visuel, souvent les auteurs vont réécrire des paragraphes. La relation entre l'image et le texte dans nos livres, premièrement, elle est toujours différente d'un projet à l'autre. Il y a toujours un dialogue différent qu'on essaie, une structure différente, une dynamique différente entre le texte et l'image. On souhaite que ça fasse un tout à la fin, que ça forme un tout cohérent où les 2 aspects se répondent, se complètent sans se répéter et fassent corps ensemble. C'est assez parlant de voir à quel point le visuel peut influencer la lecture ou modifier la réception d'un texte dans la sphère publique, surtout pour des projets de livres références ou des guides comme le fait Cardinal. Quand Myriam Daguzan-Bernier nous a proposé le projet Tout nu, c'était un projet qui était vraiment au balbutiement, mais on a tout de suite senti, l'équipe éditoriale, qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Donc, on a essayé d'imaginer comment on pouvait prendre ce matériel-là. Elle écrivait en sexologie, elle faisait des capsules, elle faisait des entrevues et elle avait ce matériel-là accumulé.
Puis là, on s'est dit quel genre de forme ça pourrait prendre, puis comment on peut, au niveau visuel, rendre ça intéressant pour les lecteurs et lectrices. Dès le début, on a pensé à une illustratrice. Tout nu est un dictionnaire bienveillant de la sexualité écrit par Myriam Daguzan-Bernier et illustré par Cécile Gariepi. C'est un outil de référence de A à Z indispensable pour les jeunes, les parents et le corps enseignant d'ici, mais aussi celui d'ailleurs, puisque le livre a été traduit dans une dizaine de langues. Donc, le livre Tout nu, qui est sorti en 2019, a eu un beau rayonnement. On a vendu les droits dans plusieurs marchés à l'international, donc en anglais aux États-Unis et au Royaume-Uni, en italien, en vietnamien, en allemand et bientôt en ukrainien. De voir que des livres produits au Québec et conçus au Québec voient le jour à l'international, c'est rare et c'est comme une reconnaissance que le livre avait vraiment sa pertinence. Le fait qu'il y ait des illustrations, clairement, a permis que ça paraisse à l'international, mais ça prenait quand même un certain courage éditorial dans certains marchés. Je pense au Vietnam, notamment, qui est un pays qui est relativement conservateur pour les sujets touchant la sexualité. Et donc, il y a un éditeur qui a pris le risque de publier ça pratiquement sans rien enlever, sans censure. Moi, je trouve que c'est bon signe pour ces sujets-là qui peuvent être délicats dans certains pays. Bon, évidemment, vous savez peut-être qu'il y a aussi eu un autodafé avec la version américaine. Autodafé, action de détruire par le feu. Exemple, un autodafé de livre. Donc, en février 2024, il y a eu une candidate au Missouri qui a brûlé des livres en lien avec les sujets LGBTQ avec un lance-flamme pour faire un stunt publicitaire. Un stunt pour sa campagne électorale. This is what I will do to the grooming books when I become Secretary of State. Valentina Gomez. Burning books, she says, grooms kids. The books in question, Queer, Ultimate LGBTQ Guide for Teens, and Naked, Not Your Average Sex Encyclopedia. Évidemment, ça a fait un tollé au Québec quand on a su qu'il y avait un livre québécois parmi les 4-5 livres qu'elle avait choisi de brûler, dont le nôtre, Tout nu, la version américaine Naked. Et donc, il y a eu une résolution à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour dénoncer ce geste. L'autrice a été évidemment sollicitée pour commenter l'événement. Et le livre a connu un regain de popularité en librairie. Donc, quelque part, il y a eu du bien dans ce geste un peu fou. Chez les éditions de ta mère, on fait peut-être un peu moins dans le scandale politique, mais Benoît et Maxime ont eux aussi un don pour se faire remarquer avec des projets assez fous. Au départ de la maison d'édition, on avait nécessairement plus de temps. Donc, on faisait des projets peut-être plus grandioses qu'on fait aujourd'hui dans la mesure où c'était des très petits projets qui demandaient beaucoup, beaucoup de temps. Par exemple, dans nos débuts, on avait beaucoup de stocks de livres qu'on voulait passer, puis on a eu l'idée brillante au lieu de faire juste un paquet, les vendre dans des petits salons et tout, on a décidé d'en mettre 3 livres dans une boîte de conserve, puis vendre Ta mère en canne. Puis, ça nous faisait rire. Ce qui est 75% du temps, ça nous faisait rire et a été la raison principale de faire quelque chose. Benoît, on lui a dit, veux-tu dessiner une étiquette de boîte de conserve? Évidemment, Benoît était tout à fait excité à l'idée de créer cet objet-là. J'ai trouvé une cannerie à Hochelaga, je sais pas s'ils sont encore là, mais les messieurs, ils me trouvaient, tu sais, comme c'était des gars de shop, puis moi j'arrivais, on peut mettre des livres dans une boîte de conserve. Ouais, c'est ça. Puis moi, personnellement, ce qui me faisait mourir de rire encore plus, c'est le fait que les gens allaient acheter cette boîte de conserve-là avec des livres moins chers qu'ils les avaient achetés tout seuls, mais que la canne, elle est tellement belle que personne n'allait vouloir l'ouvrir. Et ce déchirement-là, encore aujourd'hui, me plaît vraiment beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui n'ont jamais ouvert la canne parce qu'ils ne voulaient pas gâcher l'objet. Ah ouais. C'est une façon de travailler où on pouvait mettre beaucoup d'efforts à quelque chose qui allait rejoindre 35 personnes. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Mais on essaie quand même de garder cette magie-là dans notre façon d'aborder les projets, même si on essaie de viser plus large maintenant. La liberté éditoriale que se permettent les éditions de ta mère est assurément une des explications derrière l'originalité de leur création. Ça rappelle un des aspects les plus fondamentaux du façonnage des livres. Il faut avoir le goût du risque pour en arriver à des résultats visuellement captivants.
Mais le modèle d'affaires des éditions Cardinal inclut le risque. Ça fait partie de notre ADN. On fait des livres qui coûtent cher à produire, qui prennent beaucoup de temps. On choisit des créateurs qui ont le choix des projets, qui ont un talent fou. On travaille avec des papiers, des formats qui sont un peu hors normes, donc plus chers, plus compliqués. Le risque est un peu inhérent à chacun de nos projets. Oui, se démarquer, mais si on se démarque trop, on devient un produit de niche. C'est trouver l'équilibre entre le côté pratique, parce qu'on fait du livre pratique, on veut que ça ait une utilité dans la vie des gens, et l'aspect visuel, la beauté, et oui, l'originalité, mais en servant quand même, en ayant une utilité. Le livre Urbania 20, qu'on a publié l'an dernier, en 2023, à l'occasion des 20 ans d'Urbania, on a travaillé évidemment avec les gens d'Urbania de manière très intime. Ils nous ont donné accès à toutes leurs archives. Donc, c'est vraiment un livre qui se veut un hommage au magazine, mais aussi une réflexion de Tatiana Polovoy sur l'évolution des médias au Québec et comment Urbania s'inscrit dans ce développement des médias depuis 20 ans au Québec, des médias indépendants notamment. C'est un livre de très, très grand format et, exceptionnellement, on ne pouvait pas le faire imprimer au Québec, chose qui est rarissime. Donc, on a dû se tourner vers l'Asie pour faire imprimer ce livre dans un format comme on voulait. Et là, on envoie les fichiers, tout est fait, tout le papier est commandé, le livre est terminé, on envoie les fichiers. Et là, une semaine après, ils nous disent que le gouvernement chinois s'est imprimé à Hong Kong, pour des raisons idéologiques, refuse d'imprimer le livre. Puis les deux raisons qu'ils nous ont données, c'est qu'il y a un aspect politique, il y a une photo de Justin Trudeau, et il y a de la nudité. Je ne sais pas lequel des deux aspects a joué le plus, là, la nudité ou Justin Trudeau. Mais donc, c'était un refus catégorique. C'était pas une question de coût, c'était pas une question monétaire, c'était vraiment une question éditoriale. La relation glaciale entre le Canada et la Chine, comment Ottawa et Pékin ont-ils pu en arriver là? Il a fallu trouver une solution, puis bon, on avait des questions évidemment de délai, de parution, d'organisation, il y avait un lancement, il y avait tout ça. Donc, il a fallu se retourner puis trouver une solution rapidement. Et on a réussi à faire imprimer le livre finalement au Québec. Mais c'était la première fois que pour du contenu, là, c'est pas une question on n'a pas de papier, c'est vraiment une question de le type de contenu contrevienne aux règles. Faire une couverture de livre, ce moment-là, c'est un moment qui est toujours joyeux parce qu'on a fini le texte et on est presque rendu au bout. C'est toujours un stress avec les délais serrés, les gens veulent la couverture, on en a besoin pour... C'est un crunch rapide, on travaille sous pression pour le faire, mais c'est toujours un moment de bonheur parce que je m'assois avec mon ami puis on jase de dessin. J'aime ça jaser avec Benoît des œuvres qu'il fait puis qu'il met sur Instagram, mais là, je peux jaser avec lui pendant la création. C'est un travail qui me fascine, fait que c'est juste du bonheur. En parlant à nos invités, Antoine de Cardinal, Yanouche des éditions du Bouclier et Maxime et Benoît des éditions Ta Mère, je me suis rendu compte que le façonnage d'un livre est souvent une de leurs parties préférées. C'est une étape hautement créative qui demande une réflexion approfondie, un souci du détail et une grande collaboration avec plusieurs artistes de talent. C'est une étape où on élève le texte. C'est le moment où les projets prennent vie, parfois après des mois de travail. Et une fois que le projet a pris sa forme, il peut enfin nous rejoindre. Et parlant de nous, ceux et celles qui meurent d'envie de découvrir le texte et son support créatif, le prochain épisode appelé « Unir » se penchera justement sur le rapport qu'entretiennent les maisons d'édition avec le public. Secret d'édition est un balado produit par l'Association nationale des éditeurs de livres, réalisé par Francis Thibault et animé par Catherine-Emmanuelle Brunet. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Caisse de la culture des Jardins.